On part, on fonce là comme ça, on va dire sud-est, et on arrive directement en Afrique. Ça va pas trop vite? Ouais. On n'a pas de temps à perdre, hein, on sait bien. Hein. Et donc on arrive dans un petit village au pied des montagnes, des maisons blanches, là vous avez des palmiers, et puis vous avez une maison où là vit un homme, je l'aime beaucoup, hein, il s'appelle Jaha. Jaha, vous connaissez? Ah, Jaha, il gagne à être connu. Hein. Eh bien, Jaha, lui, ce qu'il aime faire dans la vie, par-dessus tout, c'est rien. Ah ouais, c'est pas facile de faire rien. J'ai pas dit qu'il passe son temps à rien faire, pas du tout. Hein. Et les autres, ils lui disent toujours, toi Jaha, tu fais jamais rien, donc t'as rien. Et Jaha, il la regarde et dit quoi? C'est vous là qui me dites ça, vous? Vous qui prenez le temps de rien, moi qui prends le temps de tout. La fleur qui a poussé au pied du mur, là, la petite fleur qui est si belle. Vous l'avez jamais vue? Si moi j'étais pas là, qui aurait arrosé la fleur? Elle serait morte la fleur. Et c'est comme l'amour, quand tu l'arroses pas, ça meurt. Moi je m'occupe des fleurs. Alors, ce matin-là, Jaha, il est heureux. Heureux, comme tous les jours, mais là encore plus heureux parce que lui, ce matin-là, il se réveille. Et là, à côté de lui, il y a sa femme, Habiba. Il l'aime, il est jeune marié. Ils ont passé une belle nuit. Il a faim ce matin. Alors, il a envie de manger un bon tagine. Et il part comme ça, à la ville, il va voir son boucher préféré, et il lui achète 3 livres de bonne viande. Et comme c'est le premier client de la journée, eh bien le boucher lui donne la recette. Il lui dit, tiens, essaye ça, tu verras, tu m'en diras des nouvelles. J'ai un repas avec dans la main droite la recette, dans la main gauche, les 3 livres de bonne viande. Il marche. Là, vous avez une rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il y a un homme. Et il crie, hé, oh, comment on fait pour passer de l'autre côté? Et Jaha, il lui répond, pourquoi tu veux passer de l'autre côté? Tu y es déjà. Oh, lui, il marche. Hein. Et puis à un moment, bah, c'est forcé. Hein. Il devait en croiser un. Il en croise un beau. Hein. Regardez. C'est un mime. Moi aussi, je fais du mime. Oh non, mais s'il te plaît, je fais pas le chameau. Regarde. Il y en a beaucoup là-bas qui se balancent dans le vent. Regardez ces troncs qui se balancent. Les palmiers. C'est un grand palmier qui se balance dans le vent. Et au-dessus du palmier, vous avez le soleil. Soleil, palmier, donc au pied, vous avez l'ombre. Jaha est un grand dormeur, il ne peut résister à l'appel de la sieste que fait l'ombre du palmier sur le sol. Ses paupières s'alourdissent, il s'allonge. Recette d'un côté, la viande de l'autre. Et là, il se met à rêver. Et là, il rêve, oh, un rêve extraordinaire, il est au milieu de rien, il est nulle part. Il voit 6 hommes, l'un est tout nu, l'un marche sur ses mains, l'autre sur ses pieds. Il n'y comprend rien. Et puis tout d'un coup, un éclat brille au loin. Il se met à courir vers l'éclat qui brille au loin. Et c'est là que Jaha, il se dit que c'est un rêve extraordinaire. Jamais dans la vie, il court. Et il arrive, il trouve un miroir, il le regarde, il dit, hé, je comprends pourquoi on t'a acheté, t'es tellement moche, toi. Mais vous connaissez tout ça, sauf que dans l'histoire que je suis en train de vous raconter, là, au-dessus du palmier, vous avez un petit point noir qui passe et rapace. Passe et rapace, c'est un... Oui, hein? Un aigle, c'est bien, madame. Un aigle avec un œil perçant. Un œil d'aigle, madame. Et donc l'aigle a vu la viande, il la prend dans ses serres et disparaît avec. Jaha se réveille, il voit la viande dans les serres de l'aigle, il dit, hé, t'as la viande, mais moi j'ai la recette. Il met la petite viande, il retourne au souk, rachète 3 livres de bonne viande, change de chemin, on ne sait jamais. Et là, manque de peau, sur le nouveau chemin qu'il emprunte, qu'est-ce qu'il croise? 2 palmiers. 2 palmiers. Un grand et un petit. Un seul soleil. Au pied de 2 palmiers, vous avez... Qu'est-ce que fait Jaha? Non, messieurs, dames. À quoi servent les histoires que je suis en train de vous raconter? À grandir. Jaha, il a grandi d'un pas dans sa vie. Il résiste à l'appel des 2 ciels, des 2 ongles que font les ongles des palmiers sur le sol. Il résiste, il rentre chez lui, confie la viande et la recette à sa femme Habiba. Et seulement après, il va s'allonger sur sa nappe et il dort. Habiba, elle est fine cuisinière. Elle prépare le tagine. Elle met tout ce qu'il faut. Coriandre, cannelle, les pois chiches et la viande qui mijote. Il y a cette odeur qui flotte dans la maison. Alors forcément, au bout d'un moment, elle soulève le couvercle du tagine et elle goûte un petit morceau de viande. Ça fond sous la langue. Et puis, un second pour voir quoi, hein. Et puis, vous avez deviné, à la fin, il n'y a plus que les pois chiches qui mijotent là. Jaha, il a la faim. Il s'installe au sol et il attend. Il a l'odeur dans la maison. Et il entend Habiba dans la cuisine qui fait... Saleté de bestiole! Le chat a bouffé tout.
regarde Abiba, il voit le chat. C'était un petit chat comme il y en a là-bas. Il le pèse, le chat pèse juste 3 livres. Dis-moi, Abiba, ma femme, si c'est le chat, où est la viande? Et si c'est la viande, où est le chat? Abiba, elle a souri, elle a compris qu'il avait compris. Et c'est depuis ce jour qu'on dit, qu'on se marie, c'est pour longtemps, on va pas se disputer pour un morceau de viande. Hein. Bon. Alors, ensemble, ce qui est rare, ils ont été acheter 3 livres de bonne viande, ils les ont ramenés à la maison. Elle a préparé un nouveau tagine en suivant bien comme il faut la recette. Et le tagine, il est tellement bon qu'ils l'ont mangé en amoureux. Vous savez manger en amoureux, vous? Alors, pour manger en amoureux, vous mettez face à face, comme ça. Et puis vous regardez dans les yeux. Et puis vous ouvrez la bouche. Et là, eh bien, vous donnez à manger à l'autre en face de vous, comme ça. Ils ont mangé comme ça. Le plat était tellement bon que cette nuit-là, on les entendait rire toute la nuit. Cette nuit-là, Jaha a planté la plus belle des graines dans le plus beau des jardins. Une graine de vie dans le ventre de Abiba qui a grandi, qui a pris la place, et le ventre s'est arrondi. Et une nuit, Abiba, elle a été prise de douleur. Elle a dit, Jaha, vite, 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 va chercher la vieille Sia, je sens que ça vient vite. Alors, Jaha, vite, il va chercher la vieille Sia. Oh, elle en avait accouché des centaines de gamins dans le village. Elle est arrivée, la vieille Sia. Elle a dit, oh là là, vite, dépêche-toi, va chercher l'eau, vite, vite, éclaire-moi, tiens la bougie. Il éclaire la bougie. Et là, la vieille Sia, elle sort une petite fille. Et là, eh bien, Jaha, il est tout content. Il s'est dit, attention, attention, encore un. Et elle sort un petit garçon. Et là, Jaha, il souffle sur la bougie. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, la voix de rire? Mais t'es fou, toi? Mais tais-toi, c'est la lumière qui les attire. Ça suffit, hein. Tout ça pour vous dire que le lendemain matin, tout le village était là. Et là, toutes les femmes faisaient. On entendait comme ça toutes les femmes crier de joie. Et Jaha, il est sorti. Et là, il y a eu un miracle. On a vu, là, en plein jour, briller les étoiles, la lune et le soleil. Oui, car Jaha est sorti avec son fils, là sur un bras, sa fille sur l'autre bras. Il y avait le soleil, la lune et les étoiles plein ses yeux. Le conte est terminé. À 3, c'est celui qui respirera, ira au paradis. 1, 2, 3. On dit, méfie-toi du bouc par devant, de la mule par derrière, et de l'imbécile par tous les côtés. On dit que l'homme qui se fait paillasson n'a pas à se plaindre de la poussière. On dit, il y a celui qui sait qu'il sait, celui qui sait qu'il ne sait pas qu'il sait, celui qui ne sait pas qui sait qu'il ne sait pas, celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui qui sait qu'il sait qu'il sait. Lui, il est dans la lumière. Il faut le suivre. Celui qui sait qu'il ne sait pas qu'il sait, c'est un endormi. Il va se réveiller. Celui qui ne sait pas, qui sait qu'il ne sait pas, c'est un savant. Il faut le laisser chercher. Celui qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas, c'est un danger public. Il faut le fuir. Voici l'histoire d'un endormi. Il va se réveiller. Il s'appelle Hiroshi. Hiroshi, au début de l'histoire et tout, est sous un arbre. Un figuier, vous imaginez un figuier, mais au tronc énorme et noueux, aux branches basses qui touchent terre, et les branches chargées de fruits. Et là, juste sous une branche, eh bien, il y a une tortue. Et la tortue, eh bien, a son cou tendu vers un fruit dodu. Et Hiroshi demande à la tortue, « Qu'est-ce que tu attends, tortue ?» Et la tortue répond à Hiroshi, « J'attends que la figue
tombe. Hein? Ça fait longtemps que t'attends comme ça, tortue? Oh, je sais pas. 10 jours, 15 jours, mais qu'importe. Tu t'ennuies pas, tortue, à attendre comme ça? Oh non. Non, vois-tu, à chaque seconde qui passe, je pense que la seconde suivante, la figue va tomber, que moi, tortue, je vais me régaler de ce fruit mûr à souhait. Et toi, l'homme, qu'est-ce que tu attends dans la vie? Archie regarde la tortue et il dit, parfois je trouve que la vie est moche. Certains ont tout, d'autres n'ont rien. Et puis en même temps, je sens que la vie est belle et qu'un jour, il va peut-être m'arriver quelque chose. La vie est belle. La vie est moche. C'est la même chose. Mais tu as raison. Il va t'arriver quelque chose. Et plutôt que tu ne le crois. À peine la tortue a-t-elle dit cela, Yoshi entend un bruit, un bruissement dans les feuillages. Il se tourne et voit face à lui Griffe, Croc, crinière, un lion. Et là, à ceux qui étaient là tout à l'heure dehors, eh bien j'ai dit que si vous devez croiser un jour un lion à Chimie, ne le quittez pas des yeux, ne lui montrez pas votre peur, regardez-le droit dans les yeux comme ça, souriez-lui même si vous pouvez. Mais Yoshi ne sait pas tout cela. Alors lui, il n'écoute que son cœur qui lui crie « Fuis !» Il tourne le dos au lion, il se fraye un passage parmi les branchages, et le voilà qui court, et derrière lui, le lion bondit, et il entend très très loin en arrière la tortue qui crie « Bonne chance !» Yoshi court, tombe, se relève, court encore plus vite. Et derrière l'homme, comme un chat après la souris, le lion, bon après bon, se rapproche de sa proie, son prochain repas. Yoshi court et chaque il s'arrête, les pieds au ras d'un précipice, 30 mètres plus bas, des rochers, une rivière un peu plus loin. Le lion fait un pas en avant et se pourlèche les narines. Yoshi n'a plus qu'une seule chose à faire, il écarte les bras et il saute. C'est pas le saut de la mort, c'est le saut de la dernière chance. Il a repéré là dans la falaise un arbuste qui a poussé comme par miracle dans une anfractuosité. Il s'accroche aux branches, l'arbre plie-ploie mais ne rompt pas. Et voilà Yoshi qui se balance entre le ciel et la terre, la vie et la mort. Au-dessus de lui, le lion rugit. Le lion, une petite brindille casse, rebondit sur les roches, pouf, dans l'eau. Ça fait des ronds dans l'eau, ça fait des ronds dans l'eau. Et Yoshi voit, en se balançant sur son arbuste, s'approcher là, autour des ronds dans l'eau, d'étranges troncs d'arbres qui ouvrent des gueules pleines de dents. Les crocodiles en bas claquent des dents. Ils font savoir à l'homme là-haut qu'ils aimeraient faire plus ample connaissance avec lui. En bas, les crocodiles claquent des dents. En haut, le lion, sur sa gauche, il entend un sifflement de la pire espèce. Il voit un serpent aux écailles noires, un de ceux dont la morsure vous envoie dans l'au-delà en quelques secondes, qui se dresse courroucé. Et Yoshi se dit, c'est pas possible. Le serpent, les crocodiles, le lion, Yoshi entend un tout petit bruit. Il jette un œil au pied de l'arbuste, qu'est-ce qu'il voit? Deux boules de poils. Deux rats en train de grignoter le tronc de l'arbre. Les rats grignotent, serpent, crocodile, lion, crocodile, serpent, rat. Yoshi se balance entre la vie et la mort, il la voit. Elle est belle. Comme un soleil. Une orange. Il tend son bras et s'étire, et l'arbre plie un peu plus. Il tend sa main, le serpent siffle, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit, les rats grignotent, touche l'écorce de l'orange, la peau cueille l'orange et la rapproche de son visage. Le serpent siffle, les crocodiles claquent des dents, le lion rugit, les rats grignotent, il écorce l'orange et là, toutes les odeurs de l'enfance remontent à sa mémoire. Il glisse un quartier d'orange dans sa bouche, roule sous sa langue, croque, craque. Ah, explosion de saveur. 3 gouttes de miel tombent du ciel, légères comme des plumes. Yoshi les cueille du bout de sa langue. Et du plus profond de lui, il se dit, waouh, la vie est belle. Jusqu'au bout. À cette seconde, il se réveille, il est dans son lit.
Ah, le temps trempé de sueur, il passe la main sur sa tête, sur son corps, il s'en bat sur son cœur, il se dit « La vie est belle !» Et là, il se prépare un thé comme tous les matins. Il boit son thé amer et brûlant et il se dit « La vie est belle comme un thé !» Il voit le figuier planté autrefois par son grand-père. Là, il est tout fleuri. Il se dit « La vie est belle comme un figuier en fleurs. » Un âne braille au loin et comme tous les matins, Hiérarchie, eh bien, pour s'occuper ses mains, il prend un morceau de bois, un couteau, il taille, il sculpte. Et il suit son idée. Et là, il fait apparaître une carapace, les pattes, le cou. Et il finit par esquisser le sourire mystérieux d'une tortue. Et tout le temps qu'il a sculpté, il a senti, il a posé sur lui le regard d'un enfant des rues. L'enfant est fasciné par la danse agile des doigts habiles de l'homme. Et Hiérarchie, eh bien, il prend le jouet en bois et il dit, tiens, c'est pour toi. Et l'enfant prend la tortue en bois. Et là, il est heureux comme un roi. Il a brandi à bout de bras. Il court en riant là dans la ruelle. Et Hiérarchie se lève, heureux du bonheur de l'enfant. Et c'est là qu'il entend son ventre, notre maître à tous, qui crie. J'ai faim. J'ai faim. Hiérarchie plonge les mains dans ses poches. Rien, rien. Et comme tous ceux qui n'ont rien dans les poches, Hiérarchie, eh bien, décide d'aller vendre ses bras. Il va voir un premier marchand. Et le marchand le regarde et lui dit, c'est la crise. Si tu travailles pour moi, je te donnerai rien. C'est rien, dit Hiérarchie. Second marchand, qui lui répond la même chose. C'est rien, dit Hiérarchie. Et de rien en rien, la journée passe. Imaginez. Le soir, son ventre hurle, j'ai faim! Et Hiérarchie noie sa faim. Il boit de l'eau. Il se remplit l'estomac d'eau. Et là, il entend sa faim qui crie. Alors il prend une énorme pierre, la pose sur son ventre. Il s'allonge. Et là, il a l'impression d'avoir le ventre plein. Au matin, il retire la pierre, la dépose. La faim revient, encore plus terrible que la veille, le tenaille. Il repart vers la ville. Et là, il va voir un dernier marchand, il lui dit, je t'en supplie, laisse-moi travailler. Et là, le marchand, il le regarde. Il lui dit, si tu travailles pour moi, je te donnerai rien. D'accord, d'accord, moi je travaille pour rien, ça tombe bien. Bon, écoute, si t'es fou, c'est ton problème, moi ma famille m'attend. Allez. Et le marchand, eh bien, il range ses affaires et Hiérarchie l'aide à remballer ses marchandises. À la fin, eh bien, le marchand dit, merci homme, et adieu. Et Hiérarchie dit, oh. Faut que tu me donnes ce que tu me dois. Mais je te dois rien. Eh oui, dit Hiérarchie, tu me dois rien, mais ce rien-là, tu me le dois, donne-le-moi. Il dit, mais dans quoi? Rien, c'est rien, je peux rien te donner. Ah non, tu ne me donnes pas de rien me donner, mais de me donner rien, c'est pas pareil. Hein. Ce rien-là, je le veux. Et là, le marchand se met à crier, et là, la foule se forme autour des deux hommes. Et les gens, ils sont là, ils écoutent, ils comprennent rien. Il y en a qui disent qu'il y en a un qui demande rien, et l'autre qui veut rien donner. Alors forcément, ça attire la police. Vous connaissez la police, hein. Alors eux, ils comprennent encore moins que... Ils arrêtent les deux hommes. On les conduit devant le juge. Le juge, il écoute l'un, il écoute l'autre, et lui, il comprend... tout. Il y a toujours des pièges avec les compteurs. Du premier coup. Et il dit au marchand, voilà ce qu'il arrive quand on promet tout et n'importe quoi. Et le marchand dit, mais j'ai rien promis. Ah, tais-toi. Quant à toi, l'homme, voilà. Tu vas voir ce qui te revient. Tu vois, ça, c'est le livre de la loi. Tous les cas sont dans ce livre. Eh bien, ton cas, il est juste dessous. Le juge soulève le livre. Et dit, Hiérarchie, qu'est-ce qu'il y a sur le livre? Et Hiérarchie répond, rien. Tu prends ce rien et tu t'en vas. Bon, arrête. Et Hiérarchie s'en va. Et là, imaginez, il est plié en deux, tellement la faim crie dans son ventre, hurle. Alors, comme tous ceux qui n'ont rien, rien dans les poches, rien dans les bras, rien dans le ventre, le voilà qui s'écroule au pied d'un mur. Il tend la main et baisse la tête et crie, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. Et Dieu est loin, vous savez. Et les hommes passent autour de lui, sans rien voir, sans rien entendre. Et Hiérarchie tend sa main, alors un chien apparaît. Vous savez, un chien comme on en voit dans les villes, un bâtard des ruelles, là, au poil ras. Et Hiérarchie le regarde avec un petit sourire, car le chien, il a un coquard de poil marron autour de l'œil gauche. Hiérarchie veut caresser le chien. Mais le chien, il a que faire des caresses du mendiant. Il lève sa patte et il pisse sur le pied de Hiérarchie. Et Hiérarchie regarde le chien et fait, tu as raison, tu as raison. Et là, il se lève, il remplit ses poumons d'air,
il marche dans la ville, il traverse la ville, il va au palais du roi. Le roi, en deux mots, un tyran dont il y en a tant, vous savez. C'est un homme qui aime faire tomber les têtes, un homme qui s'ennuie à mourir, qui aime faire mourir. Ce jour-là, c'est jour de justice, les têtes justement vont tomber. La salle du trône est pleine à craquer, Yershi déchire la foule, le voilà tout près du trône. Le roi entre de l'autre côté, Yershi s'assoit sur le trône, le roi le voit et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et Yershi répond « Je suis au-dessus de toi, au-dessus de moi, il n'y a que Dieu, je suis au-dessus de Dieu. » On entend les sabres qui sortent hors des fourreaux. Et le roi dit « Toi qui vas mourir, apprends qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien !» Justement, moi, roi, je ne suis plus rien. Silence glacial dans la salle, brisé là, comme le cristal par le rire du roi, un rire énorme secoue les murs du palais, et toute la cour se met à rire, le roi rit, ah. Le roi s'arrête de rire, il rit, ah. Et le roi regarde Yershi et dit, tu vois, je vis au milieu de ces flatteurs, de ces faiseurs de courbettes, le rire est bon. Les médecins m'ont dit que le rire est élixir de longue vie. Pour ce rire, l'homme, je te laisse la vie. Mais je te donne aussi ta chance. À partir de demain, tu deviendras le gardien des oiseaux de mon palais. Tu ne pourras plus jamais dire que tu n'es plus. Va. À partir de ce jour, la vie de Yershi a changé. Il avait toujours de beaux habits. Toujours le ventre plein, les poches pleines d'argent. Jamais il n'avait été aussi malheureux. Chaque matin, Yershi devait entrer dans la grande volière. Et là, il voyait poser comme des fleurs de toutes les couleurs les oiseaux sur les branches. Il entrait, se plaçait au centre de la volière, plongeait les mains dans ses poches et les sortait pleines de graines. Et là, à ce signal, tous les oiseaux s'envolaient, tourbillons de plumes, champiaillements, sifflements. Et les graines tombaient à ses pieds, et les oiseaux venaient picorer les graines sur sa tête, ses épaules, ses bras, jusqu'au bout de ses doigts. De la première graine jusqu'à la dernière graine. Ce matin-là, c'était un serin toujours tout mignon, avant que l'oiseau n'ait pris son envol. Yershi a refermé son poing sur le corps de l'oiseau. Il a traversé une à une les salles du palais. Le roi l'attendait. Le roi a tendu la main. Yershi a donné l'oiseau. Le roi a pris l'oiseau. Et il a dit, regarde, comme tous les jours. Yershi a regardé le roi. Le roi a étiré l'une des ailes de l'oiseau. Et entre le pouce et l'index, il a brisé l'os de l'oiseau. Et l'oiseau a poussé un minuscule cri de douleur. Et à chaque fois, ce minuscule cri de douleur, ce petit bruit d'os qui se brisait le cœur de Yershi. Le roi s'approche d'une fosse remplie de sable blanc et de roches. Il ouvre la main et l'oiseau veut s'enfuir. Mais il ne fait que tomber, là, dans le sable. Il continue désespérément à battre l'air de son aile valide et le bout de son aile blessée trace un sillon dans le sable blanc. Il y a un glissement entre les roches. Un serpent se dresse. Et lorsque les yeux du reptile croisent ceux du volatile, celui-ci devient immobile, tremblant de terreur. Et à chaque fois pour Yershi, c'était toujours aussi insoutenable de voir. L'oiseau, prisonnier du regard du serpent comme lui, se sentait prisonnier du regard du roi. On dit que l'homme est comme le temps. Moitié lumière, moitié ténèbres. Le temps a passé. D'os qui se brise en os qui se brise. Ce matin-là, Yershi entre dans la grande volière. Tourbillon de plumes, champiaillements, sifflements. Et les oiseaux viennent picorer les graines une à une, de la première à la dernière. Une mésange bleue ce matin. Yershi referme son poing. Traverse les salles du palais. Il sent là, contre la paume de sa main, le cœur de l'oiseau qui bat la chamade. Il arrive à quelques pas du roi et va savoir pourquoi ce jour-là, la mésange se met à chanter. Yershi s'arrête. Il ne peut s'empêcher de regarder l'oiseau. Et il voit là, dans le petit œil rond et noir, comme dans un miroir, son propre visage.
il ne peut t'empêcher. Il ne peut t'empêcher comme la fleur de s'ouvrir aux rayons du soleil, ses doigts de s'ouvrir, l'oiseau de s'enfuir. Et il le voit disparaître dans le ciel. Il sourit. Et le roi a tout vu. Tu ne l'as pas fait exprès. Tu as commis une faute. Tu dois être puni. Alors voilà ce que nous allons faire. Tu vas remplacer l'oiseau. Rassure-toi, je ne vais pas te briser un bras et te jeter dans la fosse au serpent, tu es bien trop gros pour eux. Non. Tu vas gagner l'une des cages de ma prison. Et lorsque l'oiseau se sera lassé de la liberté, qu'il reviendra de son propre gré à la volière, toi, tu seras libre à nouveau. J'ai dit. On dit qu'il y a des hommes qui sont nés pour faire le bien et d'autres qui sont nés pour faire le mal. Et Yachi s'est retrouvé là, en prison. Alors vous savez cette histoire, ça fait depuis longtemps qu'on vit ensemble. Et à chaque fois, je me retrouvais dans la prison, et je me disais, mais comment raconter la prison? Comment raconter là, ce monde-là? Ce monde privé de tout, ce monde de faim, de froid, ce monde-là, avec la vermine, les odeurs d'urine, d'excréments. Comment ne pas finir par s'écorcher les ongles sur les murs de pierre, d'entendre les hurlements des hommes autour de lui? Ce monde sans lumière. Alors Yachi, lui, il décide de s'enfuir. Il s'enfuit. Dès la première seconde, il s'enfuit. Par la voie des rêves. Il imagine la mésange. Il l'imagine se posant là, sur le toit du palais, puis quittant le toit du palais, et là sur une des maisons de la ville, et de toit en toit, voilà la mésange qui traverse la ville. À un moment, elle se pose, un chat apparaît, Yachi crie, fuis, et l'oiseau s'envole. Et l'oiseau, eh bien, remonte un cours d'eau. Et le voilà, loin de la ville et de ses dangers. Le voilà là, dans un bois de bouleaux argentés, de peupliers. Et son oiseau se pose sur une branche. Et c'est là où Yachi s'aperçoit que son oiseau, c'est pas un oiseau. Non, c'est une oiselle. Une demoiselle mésange, car arrive un mésange. Et comme tous les amoureux, eh bien, ils se font de l'œil, ils se font de l'aile, ils se font du bec, de la patte. Et après, ils se font un nid. Un nid de mésange, un miracle de nid. Dans le trou d'un arbre. Et là, Yachi voit les deux mésanges fabriqués. Là, le nid de mousse, entremêlé de brins de sauge, de lavande et de menthe, pour protéger le nid des maladies. Et là, dans le cœur du nid, un cocon de soie de toile d'araignée, de cheveux fins. Et voilà la mésange qui s'installe pour pondre ses œufs. Alors on dit que la mésange pond. Mais pour un oiseau pondre, c'est comme pour une femme d'accoucher. Et Yachi est aux côtés de son oiseau et lui dit « Allez, allez, allez !» Et là, il y a Monsieur Mésange, à côté de sa femme, qui lui dit « Ti, 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 respire, respire, respire !» Et les oiseaux, ils nous ont tout appris. Et la mésange, elle pond 12 petits œufs blancs tachés de rouge. Mais c'est pas fini. Il faut couver les œufs et les journées passent. Yachi n'est plus dans la prison. Il est là, auprès du nid. Et un matin, on entend dans son rêve 12 petits plats qu'on n'entend pas dans le grand bruit du monde. Mais là, c'est le plus grand bruit de bonheur pour Yachi. Et il regarde, et là il voit. Il voit le papa et la maman mésange. Et là il voit les 12 corps déplumés, les 12 becs qui piaillent. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il entend la maman qui dit « Oh, mes anges !» Un rire là, prend Yachi, un rire plein de lumière là, se répand dans ce monde de ténèbres. Ah. Ce jour-là, le roi avait décidé de visiter ses prisonniers. Lorsqu'il s'ennuyait, il aimait bien aller les voir. Il aimait voir ces hommes dont il avait brisé le destin comme il brisait les ailes des oiseaux. Il entend ce rire. Ce n'est pas le rire d'un fou, d'un dément, non.